La série commence par montrer un homme sortant de sa cellule de prison et se dirigeant vers la cour. Cet homme, qui a une cinquantaine d'années, semble encore en forme et assez en bonne santé pour faire de l'exercice. En même temps, le directeur de la prison le suit, haletant et s'inclinant avec respect, bien que cet homme plus âgé soit un détenu. Peu après, l'homme reçoit un appel de son fils, qui semble très heureux et remercie son père pour la moto qu'il vient de recevoir. Pendant ce temps, dans une maison, un autre homme d'environ 50 ans vient de se réveiller. Cet homme s'appelle Pan-ho, un juge qui s'occupe actuellement d'une affaire concernant la mort de 6 ouvriers de la construction. Après s'être préparé, Pan-ho se rend immédiatement sur le site où les ouvriers ont été retrouvés morts, dans un immeuble d'appartements en construction. D'autre part, dans un cimetière, un jeune homme nommé Oyon, le fils de Pan-ho, rend visite à la tombe de sa mère. Après avoir rendu hommage, Oyon rentre chez lui en voiture. Cependant, en chemin, alors qu'il est encore en larmes, son asthme s'aggrave et il perd le contrôle de son véhicule. Au même moment, le jeune homme qui venait de recevoir une moto de son père roule à vive allure en direction de la voiture de Oyon, provoquant une collision entre les deux. Toujours en difficulté avec son asthme, Oyon sort de la voiture pour vérifier l'état du jeune homme qui l'a percuté. Suite à l'accident, le jeune homme est grièvement blessé, saignant de la bouche. À ce moment-là, le téléphone du jeune homme sonne, et dans la panique, Oyon le prend et voit que c'est un appel de la mère du jeune homme. En voyant cela, Oyon raccroche immédiatement et appelle le 119 dans un état de panique. Tandis que l'opérateur des urgences lui demande ce qui s'est passé, son asthme s'aggrave, rendant sa respiration encore plus difficile. Désespéré, Oyon rampe jusqu'à sa voiture pour récupérer son inhalateur et tente d'appeler son père. Pendant ce temps, Pan-ho est en plein procès sur la mort des 6 ouvriers. Les familles des victimes exigent que l'entreprise de construction, Future Construction, assume la responsabilité de la mort de leurs proches. Une fois le procès terminé, Pan-ho retourne dans son bureau et remarque plusieurs appels manqués de Oyon. Sentant qu'il pourrait y avoir un problème, il se précipite chez lui. En arrivant, Pan-ho trouve Oyon en larmes, avec des vêtements tachés de sang. Entre deux sanglots, Oyon explique ce qui vient de se passer, et Pan-ho, étant juge, comprend que son fils est en faute. Par conséquent, il conseille d'aller au poste de police pour se rendre. À leur arrivée au poste, Pan-ho sort de la voiture pendant que Oyon attend à l'intérieur. Pan-ho est sur le point de signaler son fils, mais tout le poste est en ébullition à cause d'un délit de fuite signalé sur une route déserte. De plus, les informations diffusent l'incident de délit de fuite, et il s'avère que la victime n'est pas une personne ordinaire. Le jeune homme est le fils du président Kim, actuellement en prison pour manipulation de marché. De plus, le président Kim est l'un des hauts dirigeants de Future Construction, connu pour être un puissant conglomérat. Réalisant cela, Pan-ho recule immédiatement, rentre dans sa voiture et s'éloigne du poste de police avec Oyon, qui reste perplexe, surtout lorsque son père démarre rapidement pour s'enfuir. Pendant ce temps, la femme du président Kim est vue à la morgue pour voir son fils, Sang-yeon, étendu sans vie. Dévastée, elle pleure de façon hystérique, incapable d'accepter la mort de son fils. Peu de temps après, la nouvelle de la mort de Sang-yeon se propage dans la prison. En conséquence, le président Kim reste assis silencieusement dans sa cellule, choqué par ce qui vient de se passer. Peu après, le directeur de la prison arrive pour lui annoncer qu'il a reçu une autorisation temporaire pour assister aux funérailles de son fils. Pendant ce temps, Pan-ho ordonne à Oyon de noter tous les détails de l'accident et lui dit de ne rien omettre. En même temps, Pan-ho décide de se débarrasser de la voiture de Oyon, car elle présente des bosses et un phare cassé, des preuves essentielles de l'accident. En plus de nettoyer les débris de l'accident, Pan-ho jette également les vêtements ensanglantés de son fils. Au même moment, les voisins autour de la maison s'interrogent sur la présence de Pan-ho, car il est inhabituel qu'il soit chez lui en pleine journée. Pour éviter les soupçons, Pan-ho prétend qu'aujourd'hui est l'anniversaire de décès de sa femme. Peu de temps après, Pan-ho jette les vêtements de Oyon dans une benne à ordures avant de se rendre dans un garage pour acheter un nouveau phare, afin de le remplacer lui-même chez lui. Pendant ce temps, le président Kim se rend auprès du corps sans vie de son fils. À ce moment-là, un officier lit le rapport de l'accident, indiquant que la collision a eu lieu vers 7h30 et que l'auteur s'est enfui. Tandis que Sang-yeon n'a été retrouvé que par une femme vers 8h, encore vivant. La femme a immédiatement appelé une ambulance pour emmener Sang-yeon à l'hôpital. Cependant, malgré leurs efforts, il n'a pas pu être sauvé et est décédé. L'officier joue ensuite un enregistrement de l'appel au 119 de Sang-yeon, où l'on entend une respiration lourde et laborieuse tout au long de l'appel. En entendant cela,
Le président Kim ne peut plus contenir ses émotions et s'effondre, réalisant que son second fils est maintenant mort. De son côté, Pan-ho, dans son bureau, reçoit la visite d'une femme le remerciant de l'avoir aidé à gagner son procès quelque temps auparavant. À ce moment-là, elle le félicite pour son intégrité en tant que juge et exprime sa profonde gratitude pour la façon dont il a géré son affaire. En entendant cela, Pan-ho se sent déchiré et coupable, sachant qu'il protège maintenant son propre fils, qui est clairement en tort pour avoir causé la mort de quelqu'un. Ailleurs, le président Kim vient de terminer la cérémonie funéraire de Sang Yeon, tandis que le reste de la famille reste en silence. À ce moment, un jeune homme nommé Sang-yuk, le premier fils du président Kim, entre dans la pièce. Apparemment, Sang-yuk vient d'arriver d'Amérique après avoir appris la mort de Sang Yeon. Cependant, leur mère l'accuse immédiatement d'être responsable de la mort de Sang Yeon, car il a toujours ressenti de la rancune envers son frère cadet. En entendant cette accusation, Sang-yuk devient furieux, mais sa jeune sœur le retient. Ne pouvant plus contenir ses émotions, Sang-yuk quitte brusquement le bâtiment, pour être aussitôt entouré de journalistes qui lui posent des questions. On apprend que le président Kim n'est pas seulement un président d'entreprise mais aussi le chef d'un gang appelé l'organisation Wuhan. À cause de cela, les journalistes questionnent également si la mort de Sang Yeon est l'œuvre d'un gang rival. Cette nuit-là, Pan-ho entre dans la chambre de Ho-yeon et voit qu'il a noté tous les détails de l'accident. Par conséquent, Pan-ho déclare qu'il le protégera. Le lendemain matin, un homme arrive chez Pan-ho et vole soudainement la voiture de Ho-yeon. Contre toute attente, cela fait partie du plan de Pan-ho, qui a arrangé ce vol pour détruire les preuves. Peu de temps après, un jour de pluie, Sang-yuk est vu arrivant dans une zone isolée et entre dans un restaurant où une femme nommée Mi-yeon est en train de manger. Il s'avère que Mi-yeon est la chef d'une organisation appelée Budu, rivale de Wuhan. Sang-yuk soupçonne immédiatement que quelqu'un de Budu est responsable de l'accident de Sang Yeon. Cependant, Mi-yeon nie rapidement l'accusation, affirmant qu'elle n'est pas assez stupide pour tuer le fils du président Kim, car cela détruirait son organisation si c'était le cas. Sang-yuk déclare alors que si Budu ne trouve pas le coupable, il tiendra leur organisation pour responsable de l'incident. Pendant ce temps, le président Kim est toujours au funérarium, écoutant à nouveau l'enregistrement du téléphone de Sang Yeon lorsqu'il a appelé le 119. En écoutant attentivement, il entend le son d'un moteur démarrant et une voix étrangère, peut-être celle du véritable coupable. La scène montre qu'au moment de l'accident, Ho-yeon était paniqué et confus, surtout quand le téléphone de Sang Yeon n'arrêtait pas de sonner avec des appels de sa mère. Paniqué, Ho-yeon est monté rapidement dans sa voiture pour fuir, mais son pneu avant était crevé, l'obligeant à se rendre d'abord dans un atelier de réparation. Au même moment, le 119 continuait d'appeler le téléphone de Sang Yeon, ce qui effraya Ho-yeon au point de s'arrêter au bord d'une rivière pour jeter le téléphone. Dans le présent, Ho-yeon raconte cela à son père, ce qui inquiète Pan-ho, craignant que l'atelier de réparation ne révèle Ho-yeon comme le coupable. Pan-ho se rend alors immédiatement à l'atelier et demande à l'employé de lui montrer les images de la vidéosurveillance. L'employé refuse d'abord sa demande, mais après que Pan-ho lui offre de l'argent, l'employé finit par accepter. À l'ordinateur, Pan-ho commence à chercher dans les fichiers pour trouver l'enregistrement montrant Ho-yeon entrant dans l'atelier. Lorsqu'il trouve le fichier qu'il cherche, il le supprime discrètement pour éliminer la preuve, pendant que l'employé est distrait par la télévision. Après avoir quitté l'atelier, Pan-ho se dirige vers son travail, mais s'arrête d'abord au poste de police. À ce moment-là, la plupart des agents le connaissent bien à cause de son métier de juge. Pan-ho rencontre ensuite un détective nommé Sherim et déclare que sa voiture a été volée. Il explique également que la voiture appartenait à sa défunte épouse et a une grande valeur sentimentale pour Ho-yeon. Ailleurs, la voiture de Ho-yeon est conduite par un homme nommé Sang-taek, qui est au téléphone en conduisant. En conséquence, Sang-taek ne remarque pas un feu rouge et le grille. Un policier à proximité voit cela et allume immédiatement sa sirène, demandant à Sang-taek de se ranger. L'agent demande alors le permis de conduire de Sang-taek, ce qui le panique car la voiture qu'il conduit est volée. Sang-taek essaie alors de soudoyer l'agent, prétendant qu'il était au téléphone avec sa mère âgée. Au début, l'agent semble presque convaincu, mais il reçoit ensuite un rapport concernant une voiture argentée volée, ce qui fait paniquer Sang-taek qui attaque l'agent. Sang-taek réussit alors à s'enfuir, mais il abandonne la voiture volée sur la route. Ce soir-là, Pan-ho et Ho-yeon sont vus dînant ensemble. À ce moment, Ho-yeon est encore rempli de culpabilité et exprime que, par sa faute, son père est maintenant impliqué dans un crime. Ho-yeon commence alors à pleurer, réalisant que son père a toujours été connu comme un juge juste et respecté. Ensuite,
On sonne à la porte, révélant Shérim. À ce moment-là, Shérim leur annonce que la voiture que Pan-Ho a déclarée volée plus tôt dans la journée a été retrouvée. Ils se rendent donc immédiatement au poste de police. Au poste, Pan-Ho déclare qu'il va récupérer sa voiture tout de suite, mais il se rend compte que le pneu est crevé. Il demande donc une dépanneuse pour la transporter. Pendant l'inspection, la police découvre des morceaux de pare-choc de moto coincés dans le pneu de la voiture, semblables à ceux de l'accident de fuite qui a tué Son Yeon, qui était à moto à ce moment-là. En conséquence, beaucoup commencent à soupçonner que la voiture est liée à l'incident. On demande alors à Pan-Ho quand sa voiture a été volée, ce à quoi il répond que la voiture a probablement été volée dans la nuit du 7 avril, car elle n'était plus devant la maison le 8. En réalité, Pan-Ho veut ainsi établir un alibi, sachant que l'accident de fuite a eu lieu le 8. Par conséquent, si la voiture est suspectée d'être celle qui a percuté Son Yeon, alors le voleur serait le véritable coupable. En plus, Shérim a également interrogé Oh-yeon, car c'était lui qui utilisait la voiture le plus souvent. Il s'avère que Pan-Ho avait déjà informé Oh-yeon de ce qu'il devait dire en cas de questionnement par la police. Ainsi, Oh-yeon a rapidement répondu aux questions conformément aux instructions de Pan-Ho. Après avoir obtenu les réponses, Shérim les a laissées. Pendant ce temps, au crématorium, la mère de Son Yeon pleurait de façon hystérique en voyant son fils être lentement placé dans l'incinérateur. Une fois la crémation terminée, les cendres ont été placées immédiatement au funérarium, tandis que le président Kim semblait profondément affecté. À sa sortie, des dizaines de journalistes attendaient pour recueillir des déclarations, mais il ne leur a donné aucune réponse. Un jour, le président Kim était dans une voiture et écoutait encore l'enregistrement audio du téléphone de Son Yeon. À ce moment-là, son chauffeur a remarqué que la respiration de Son Yeon semblait douloureuse, mais le président Kim a répondu que ce n'était pas la respiration de son fils, mais celle de quelqu'un souffrant d'asthme. Ce jour-là, le président Kim a rendu visite au poste de police pour voir la voiture de Oh-yeon, qui était toujours stationnée là. Un policier lui a alors informé que la voiture avait été volée quelques jours auparavant par quelqu'un nommé Santaek, connu comme membre du gang Budu. Le lendemain, sur une plage, le président Kim attendait quelqu'un. Peu après, Mi-yeon est arrivé, répondant à l'appel du président Kim qui souhaitait confirmer si Santaek faisait partie du gang Budu. À ce moment-là, Mi-yeon a expliqué qu'ils avaient des membres permanents mais employaient parfois des personnes extérieures. Par conséquent, Santaek était un membre seulement appelé pour des missions spécifiques. Mi-yeon a aussi ajouté que le gang Budu aiderait autant que possible pour retrouver le véritable coupable. Après avoir dit cela, Mi-yeon est rapidement parti, et en s'éloignant, des dizaines de partisans du président Kim ont montré à quel point il était influent. En conséquence, le gang Budu et Mi-yeon lui ont montré du respect. Dans la voiture, Mi-yeon a été informé par son subordonné que Yiwa avait appelé pour dire qu'il avait reçu l'ordre de se débarrasser d'une voiture. Il s'avère que le subordonné de Yiwa avait été chargé de se débarrasser de la voiture dans la nuit du 8, tandis que l'accident s'était produit le matin du 8. On pouvait donc confirmer que la voiture était celle qui avait heurté Son Yeon. Il est révélé que Yiwa est un membre du conseil et également un ami de Pan-Ho. Cet après-midi-là, Yiwa est entré dans une pièce et a vu que Pan-Ho était déjà présent. Par conséquent, Yiwa l'a immédiatement interrogé pour savoir ce qui s'était réellement passé, mentionnant que quelques jours plus tôt, Pan-Ho avait demandé à ses subordonnés de voler sa voiture. De plus, Yiwa a précisé que ses subordonnés étaient désormais recherchés par le gang Budu. Pan-Ho n'a plus pu le nier et a admis qu'il était l'auteur de l'accident de fuite. Il a ensuite raconté qu'au début, il avait l'intention de se rendre, mais en découvrant que la victime qu'il avait heurtée était l'enfant du président Kim, il avait rapidement abandonné cette idée. En entendant cette confession, Yiwa, désormais impliqué dans le problème, a immédiatement suggéré d'envoyer Santaek en Asie du Sud-Est pour qu'il ne puisse pas être capturé. Ainsi, le gang Budu et le président Kim ne pourraient pas le retrouver, et l'affaire resterait non résolue. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Eun, la plus jeune enfant du président Kim, a été vue rendant visite à la tombe de Son Yeon. En quittant les lieux, Eun n'a pas pu retenir ses larmes jusqu'à ce qu'un jeune homme lui tende un mouchoir. À sa grande surprise, il s'agissait de Oh-yeon, ce qui a fait craquer Eun, qui s'est mise à pleurer en voyant quelqu'un du même âge que son frère. D'autre part, Pan-Ho, dans son bureau, cherchait un dossier jusqu'à ce qu'il entende le nom de Santaek, qui lui semblait familier. Il s'avère que Santaek est le fils de la vieille dame qu'il avait visité à ce moment-là, accompagné de son petit-fils. Pan-Ho s'est alors retrouvé dans un dilemme, ayant reçu des remerciements de sa part pour avoir aidé à résoudre son cas. Cependant, Pan-Ho devait maintenant éliminer Santaek,
qui avait encore un jeune enfant. Contre toute attente, une explosion s'est produite chez la vieille dame, ce qui a poussé Pang-ho à se précipiter pour la retrouver brûlée mais indiquant toujours sa maison. Car son petit-fils était encore à l'intérieur. À ce moment-là, une autre explosion s'est produite, ce qui a attiré l'attention des gens pendant que Pang-ho cherchait un extincteur pour éteindre les flammes. Peu après, un voisin a tenté de sauver le petit-fils de la vieille dame, mais l'incendie était trop intense. Peu de temps après, la police et les pompiers sont arrivés, et Cherim a pris en charge l'évacuation. À cause de cela, Pang-ho s'est rapidement caché, ne voulant pas que sa présence suscite des soupçons. Au même moment, le président Kim a également été informé de l'incendie qui avait tué la vieille dame et son petit-fils. D'autre part, Ji-hwa a rencontré Pang-ho, soupçonnant que l'incendie avait peut-être été orchestré par le président Kim pour attirer Sang-taek. Avec la mort d'un membre de sa famille, il était certain que Sang-taek ne resterait pas silencieux. De plus, le plan de Pang-ho pour envoyer Sang-taek en Asie du Sud-Est était désormais menacé et pourrait ne pas être réalisable. Peu après, Ji-hwa a rencontré Mi-yeon pour trouver un moyen de résoudre ce problème. À ce moment-là, Ji-hwa a déclaré que si seulement Sang-taek n'avait pas grillé un feu rouge à ce moment-là, ce problème ne se serait pas produit. En outre, Ji-hwa a demandé que l'affaire soit rapidement résolue avant de partir. Entre-temps, les corps de la mère et de son petit-fils ont été transportés à l'hôpital, avec comme seul membre de la famille survivant le premier enfant de Sang-taek, nommé Lee, qui pleurait dans les toilettes parce que 2 membres de sa famille étaient maintenant décédés. Peu de temps après, en rentrant du travail, Pang-ho a reçu un appel d'un numéro inconnu qui lui a immédiatement envoyé un article sur l'accident impliquant Sang Yeon. Dans sa chambre, Oh-yeon faisait un appel vidéo avec Eun, et il s'avère que depuis leur rencontre au funérarium, ils avaient continué à développer leur relation. Ce soir-là, ils avaient apparemment prévu de se retrouver dans un bar. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils semblaient proches et se sont salués chaleureusement, jusqu'à ce qu'un barman prenne une photo d'eux en pensant qu'ils formaient un couple parfait. D'un autre côté, Sang-yuk a été vu sur une rue calme, s'approchant d'un homme. Il s'avère que cet homme avait travaillé plusieurs fois pour le gang Wuhan, ce qui a permis à Sang-yuk de lui demander de trouver où se trouvait Sang-taek en échange d'un sac d'argent. Peu après, le président Kim a secrètement enquêté sur les antécédents médicaux de Sang-taek et a découvert qu'il n'avait pas d'asthme. Cela était différent de ce qu'il avait entendu dans l'enregistrement, où l'on entendait une respiration sifflante due à l'asthme. Le président Kim en a donc conclu que Sang-taek n'était pas le coupable. De plus, l'enregistrement contenait également le son d'une alarme de pneus crevés, indiquant que lorsque le coupable avait pris la fuite, il s'était arrêté dans un atelier pour réparer son pneu. Avec ces informations, le président Kim a immédiatement fait des recherches sur les ateliers autour du lieu de l'accident. Avec ses subordonnés, il est entré dans l'un d'eux pour vérifier les images de la vidéosurveillance. Cependant, on l'a informé que le fichier du 8 avril était manquant et que quelqu'un l'avait supprimé. Le président Kim a donc recherché le jour où le fichier avait disparu et a appris qu'un homme était venu, qui, selon les employés, avait une 50aine d'années et était habillé de manière élégante. Grâce à cette description, le président Kim a obtenu de nombreux indices et n'avait plus qu'à découvrir à qui appartenait la voiture volée par Sang-taek. Au siège du gang Budu, Lee était déjà présent et au téléphone avec Sang-taek. Au même moment, l'homme envoyé par Sang-yuk était également là, écoutant leur conversation. Après cela, cet homme a immédiatement appelé Sang-yuk pour l'informer que Sang-taek et son fils allaient se retrouver quelque part le lendemain. En entendant cela, Sang-yuk a semblé demander une arme à feu à son subordonné, indiquant qu'il comptait faire quelque chose de dangereux. D'un autre côté, Pang-ho a été vu essayant de dormir, mais il n'a pas pu fermer les yeux jusqu'au matin, alors il a décidé de sortir de sa chambre. Ensuite, on a sonné à la porte, et c'était Sang-taek. À ce moment-là, Sang-taek a exprimé qu'il devait dire quelque chose à Pang-ho. Celui-ci a rapidement ouvert sa porte, et Sang-taek est entré, dévorant immédiatement le pain sur la table, laissant Pang-ho sans voix en le regardant. Après avoir fini de manger, Sang-taek a déclaré que sa famille avait été tuée à cause des actions de Pang-ho. Par conséquent, il ne prolongerait pas cette affaire en informant Pang-ho qu'il s'enfuirait avec son premier enfant au Cambodge. Il lui a donc demandé de transférer une somme d'argent conséquente pour qu'il puisse partir, en lui fournissant son numéro de compte bancaire. Après avoir dit cela, Sang-taek a immédiatement quitté la maison de Pang-ho. Pendant ce temps, Cherim se trouvait sur les lieux de l'incendie. Selon les experts médico-légaux, l'incendie avait été déclenché intentionnellement, ce qui a amené Cherim à soupçonner immédiatement le président Kim. Au même moment,
le président Kim avait déjà appris que le propriétaire de la voiture ayant heurté son fils était Pon-ho. Cependant, Cherim est d'abord venu au bureau du président Kim pour lui demander s'il savait quelque chose à propos de l'incendie récent, mais il a affirmé ne rien en savoir. Après le départ de Cherim, le président Kim est retourné à l'atelier précédent et a interrogé l'employé tout en montrant une photo de Pon-ho. L'employé a confirmé que l'homme venu voir les images de vidéosurveillance était bien Pon-ho. Le président Kim disposait donc de toutes les informations indiquant que la personne ayant tué son fils était Pon-ho. Le même jour, Pon-ho a été vu rendant visite à Yiwa avec un sac rempli d'argent. Il s'avère que Pon-ho demandait à Yiwa de transférer l'argent à Santaek, en expliquant que ses subordonnés avaient l'habitude de ce genre de choses. Donc la somme de 5 milliards a été rapidement transférée à Santaek. Après avoir reçu l'argent, Santaek a appelé Mi Yeon, qui l'aiderait à fuir vers le Cambodge cette nuit-là par voie maritime. Ce soir-là, les subordonnés de Mi Yeon escortaient Lee jusqu'au port. Ils attendaient Santaek, mais quand Santaek est finalement arrivé, les subordonnés de Mi Yeon se sont préparés à attaquer. Réalisant cela, Santaek a immédiatement dit à son fils de fuir tout en lui remettant son sac, puisqu'il affronterait les subordonnés de Mi Yeon seul. Même ainsi, étant en infériorité numérique, Santaek n'a pas pu se défendre et a subi plusieurs blessures. Alors qu'il était acculé, des coups de feu ont soudain retenti derrière lui, venant de Sang-yuk, venu pour éliminer tout le monde. En voyant Santaek là, il a également tiré sur lui. À ce moment-là, ses actions étaient indiscriminées, éliminant ceux qu'il soupçonnait d'avoir pris la vie de son frère cadet. Simultanément, Lee, caché dans l'obscurité, continuait d'enregistrer ce qui arrivait à son père. Quelques jours plus tard, Pon-ho, qui venait de rentrer du travail, a reçu un appel d'un numéro inconnu qui ne cessait de le rappeler. Se sentant dérangé, Pon-ho a fini par répondre, et enfin, une voix d'homme s'est fait entendre, c'était l'un des mécaniciens de l'atelier. L'homme a raconté comment il avait été intrigué en voyant Oyon avoir l'air effrayé. Ainsi, le mécanicien l'avait suivi et l'avait vu jeter un téléphone portable. Peu après, le mécanicien a vu une nouvelle à propos d'un accident avec délit de fuite, qui avait eu lieu non loin de l'atelier. En réalisant que l'homme qui était venu à l'atelier plus tôt était le coupable, le mécanicien a tenté de faire chanter Pon-ho, le menaçant de révéler ce qu'il avait vu ce jour-là. Le lendemain, au port, la police était arrivée et avait sécurisé la zone. À ce moment-là, le corps de Santaek et ceux de 3 individus connus pour être membres du gang Budu ont été retrouvés. Cette nouvelle a rapidement atteint Mi Yeon ainsi que le président Kim, poussant les deux à se rencontrer pour obtenir des explications. Au siège de Mi Yeon, celle-ci a expliqué que cette nuit-là, ils avaient tenté d'éliminer Santaek, mais ils n'avaient pas prévu que ces hommes périraient également. De plus, Mi Yeon a ajouté qu'elle avait trouvé des indices grâce aux balles dans les corps de leurs membres décédés. En même temps, un homme a soudain été traîné devant eux. Il s'est avéré être un subordonné de Sang-yuk. L'homme a révélé que Sang-yuk lui avait demandé de lui fournir une arme et que l'incendie qui avait tué la famille de Santaek avait été commandité par l'épouse du président Kim. À cause de cela, le président Kim s'est senti acculé, réalisant que son enfant et sa femme cherchaient à se venger sans qu'il le sache, compliquant davantage la situation. Pendant ce temps, on voyait Lee appeler quelqu'un puis attendre cette personne dans un café. Il s'est avéré que la personne attendue était Cherim, après que Lee ait demandé la protection de la police, car toute sa famille avait été tuée. Lee a également montré l'enregistrement des événements de cette nuit-là, ce qui a incité Cherim à montrer la vidéo à Pon-ho. À ce moment-là, il était clairement visible que Sang-yuk avait tiré sur Santaek. Par conséquent, Cherim a déclaré qu'il était maintenant évident que le président Kim voulait se venger de Santaek. Un peu plus tard, le président Kim est arrivé chez Pon-ho, mais il n'y avait personne. En entrant, il a immédiatement commencé à fouiller et même à vérifier la chambre de Oyon. Parmi les livres, une photo de Oyon et Eun au bar cette nuit-là était cachée, mais heureusement, le président Kim n'a pas vu la photo. Après être sorti de la chambre, le président Kim s'est assis sur le canapé du salon avant d'allumer enfin une cigarette. Pendant ce temps, à l'aéroport, Sang-yuk prévoyait de retourner en Amérique, mais l'agent vérifiant son passeport l'a immédiatement arrêté car il était sous interdiction de voyage. À cause de cela, Sang-yuk a commencé à soupçonner qu'il était surveillé. Peu après, plusieurs agents de sécurité sont apparus, ce qui a paniqué Sang-yuk encore plus. Ne voulant pas être capturé, Sang-yuk s'est enfui pour leur échapper. Bien qu'il ait failli être attrapé, il a finalement réussi à s'échapper. En même temps, cette nouvelle est parvenue au président Kim, lui faisant réaliser que si Sang-yuk était interdit de vol, la police savait déjà qu'il avait éliminé Santaek.
Peu après, le président Kim est retourné chez lui et a immédiatement confronté l'assistant de sa femme, qui avait reçu l'ordre d'incendier la maison de la famille de Santek. À ce moment-là, le président Kim a demandé si c'était bien sa femme qui avait ordonné cela, mais avant que l'homme ne puisse répondre, il a été abattu d'une balle dans la tête. Pendant ce temps, Sang-yuk essayait toujours de s'enfuir. Après avoir échoué à prendre l'avion, il envisageait de partir par la mer. Sang-yuk a rapidement contacté son associé pour préparer un bateau pour lui, mais il s'est avéré que son associé était un policier qui avait été capturé par Cherim. Ainsi, Cherim a immédiatement poursuivi Sang-yuk, qui comptait partir en bateau cette nuit-là. Lorsqu'il est arrivé au port, Sang-yuk est monté rapidement à bord du bateau et est parti. Cependant, en pleine mer, un bateau de patrouille de la police est soudainement apparu pour stopper son embarcation. Par conséquent, Sang-yuk ne pouvait plus fuir, et Cherim l'a emmené dans un entrepôt pour l'interroger. À ce moment-là, Cherim lui a montré une vidéo de Sang-yuk en train de tuer Santek. Cependant, Sang-yuk a immédiatement nié être la personne dans la vidéo. Néanmoins, Cherim a précisé qu'il y avait un témoin de l'incident qui était sous protection policière, donc Sang-yuk ne pourrait pas échapper à cette affaire. Pendant ce temps, Pan-ho s'est approché de l'endroit où se trouvait le mécanicien de l'atelier qu'il avait appelé ce jour-là. En attendant dans sa voiture, Pan-ho a reçu un appel de Cherim, l'informant que Sang-yuk avait été capturé. À ce moment-là, le mécanicien qu'il cherchait est arrivé, mais il est reparti aussitôt, poussant Pan-ho à le suivre immédiatement. Sans le savoir, il s'est avéré que l'assistant du président Kim le suivait également. Pan-ho a continué à suivre le mécanicien jusqu'à ce qu'ils atteignent un entrepôt, où il a décidé d'entrer, mais le mécanicien est soudainement apparu, le surprenant. À ce moment-là, Pan-ho a révélé qu'il était venu négocier avec lui, et le mécanicien a demandé 1 milliard de wons pour retourner dans son pays et vivre confortablement. Cependant, Pan-ho n'avait pas cette somme et a demandé une réduction. En entendant cela, le mécanicien s'est mis en colère et a commencé à étrangler Pan-ho. Cependant, l'homme a été frappé par l'assistant du président Kim, qui a ensuite commencé à le battre sans pitié. Après cela, le président Kim est apparu, incitant Pan-ho à s'agenouiller devant lui. À ce moment-là, le président Kim a déclaré que Pan-ho avait causé la mort de son fils et s'est demandé comment un juge respecté pouvait manipuler le crime. Pan-ho a donc répondu qu'il n'avait pas eu le choix. Le président Kim a immédiatement pointé une arme vers lui, mais Pan-ho a courageusement pris la parole. En disant que Sang-yuk avait été capturé avec des preuves solides montrant qu'il avait tué 4 personnes au port, ce qui rendait sa punition potentiellement sévère, voire la peine de mort. En plus, Pan-ho a ajouté qu'il pouvait aider à sauver Sang-yuk pour que le président Kim ne perde pas encore son enfant. En entendant cela, le président Kim a hésité. En contenant sa colère, il a tiré derrière Pan-ho. Puis, le président Kim a déclaré que Pan-ho devait prouver ses paroles en pointant vers le mécanicien. En fait, le président Kim a ordonné à Pan-ho de tirer sur le mécanicien pour prouver sa loyauté. Sans autre choix, tremblant, Pan-ho a visé l'arme et a tiré sur le mécanicien. À cause de cela, Pan-ho est immédiatement entré en état de choc pour avoir pris la vie d'un innocent. Le président Kim a alors déclaré que Sang-yuk devait être libéré, sinon, la vie de Pan-ho serait en danger. Après cela, dans sa voiture, le président Kim a demandé à son assistant de trouver des informations sur une personne nommée Cherim, l'officier de police qui avait arrêté Sang-yuk. Le soir, Pan-ho a rencontré Cherim, qui lui a montré où Sang-yuk était actuellement interrogé. Il s'est avéré que l'emplacement était caché pour que le président Kim ne puisse pas le trouver. En outre, Cherim a mentionné qu'il y avait 3 éléments de preuve importants pour emprisonner rapidement Sang-yuk. La vidéo qu'ils avaient vue, lit comme témoin, et le 3e était l'arme utilisée par Sang-yuk. Ainsi, Cherim cherchait à découvrir d'où provenait cette arme. Après avoir interrogé Sang-yuk et interrogé certains de ses hommes, la police a finalement obtenu un nom, Joe, l'homme que Sang-yuk avait chargé de trouver une arme pour lui. Cependant, lorsque Cherim et ses collègues ont fait une descente chez cet homme, Joe était déjà mort, car quelqu'un avait mis fin à ses jours. À cause de cela, Cherim s'est sentie frustrée et en colère face à ce qui s'était passé. Elle a donc immédiatement parlé à Pan-ho pour lui expliquer la situation, en exprimant que l'affaire devenait de plus en plus compliquée avec davantage de morts. Après avoir terminé leur conversation, Cherim a commandé un taxi en ligne pour rentrer chez elle, mais Pan-ho a brièvement remarqué que le chauffeur semblait suspect. Le lendemain matin, Pan-ho a tenté de rencontrer Cherim au poste de police, mais elle n'était pas encore arrivée. Alors, Pan-ho a immédiatement soupçonné que le chauffeur de la veille faisait partie des hommes du président Kim.
Ainsi, Pon-ho et un policier sont allés chez Sherim pour découvrir que l'intérieur était en désordre, ce qui lui a fait comprendre qu'elle avait été kidnappée par le président Kim. Ce soir-là, Pon-ho a réussi à repérer la voiture du président Kim et l'a arrêtée en plein milieu de la route. À ce moment-là, Pon-ho, furieux, a exigé qu'il ne fasse pas de mal à Sherim. Cependant, Pon-ho a été entraîné et emmené pour être torturé. Apparemment, le président Kim a fait cela intentionnellement pour démontrer son pouvoir et montrer que personne ne pouvait s'opposer à lui impunément. Malgré cela, Pon-ho n'a pas abandonné et est immédiatement allé voir Yi-hwa pour l'informer que le président Kim savait qu'il était l'auteur de l'accident avec délit de fuite impliquant Sang Yeon. En conséquence, Yi-hwa a prévu de contre-attaquer le président Kim en contactant le parquet pour obtenir de l'aide. Grâce à cet appel, une procureure nommée Kan est arrivée rapidement au poste de police avant de se rendre dans une maison qui s'est avérée être celle du président Kim. Il semble que Kan était la procureure qui avait emprisonné le président Kim il y a plusieurs années, et elle était donc impatiente de l'affronter de nouveau. À ce moment-là, Kan a déclaré qu'elle était au courant de l'affaire récente impliquant le fils du président Kim. Elle a donc averti qu'elle pourrait très bien le renvoyer en prison cette fois. Après cela, Kan est rentrée chez elle en taxi, mais le chauffeur l'a soudainement informé que quelqu'un souhaitait la rencontrer. Il s'est avéré que Kang a été emmenée au siège de Budu, où elle a rencontré Mi-yeon. À ce moment-là, Kang, curieuse du but de cette rencontre, a immédiatement posé la question, à laquelle Mi-yeon a expliqué qu'elle avait des informations précieuses sur la femme du président Kim, qui était responsable de l'incendie ayant tué la famille de Sang-taek il y a quelque temps. Avec ces informations, Kang prévoyait d'arrêter la femme du président Kim. Pendant ce temps, chez lui, l'assistant du président Kim a présenté plusieurs photos, à commencer par une photo de Yi-hwa avec Pon-ho, une autre de Yi-hwa avec la procureure Kang, et une dernière de Mi-yeon avec la procureure Kang, montrant qu'ils collaboraient tous ensemble. Le lendemain, on a vu Kang arriver chez le président Kim avec un mandat d'arrêt pour appréhender sa femme pour incendie criminel ayant causé la mort de la famille de Sang-taek. À cause de cela, le président Kim a immédiatement cherché Pon-ho et a exigé une explication quant à la façon dont sa femme avait pu être arrêtée, tout en se demandant si cela faisait partie de son plan. Cependant, Pon-ho est resté silencieux. Pendant ce temps, la femme du président Kim semblait calme et détendue, comme si elle savait que son mari ferait sûrement tout pour la faire libérer. À ce moment-là, Kang a tenté de l'intimider avec une preuve vidéo. Cependant, la vidéo ne prouvait pas de manière évidente son implication directe. De son côté, Pon-ho se sentait suivi par les subordonnés du président Kim depuis plusieurs jours. Cet après-midi-là, Pon-ho a discuté du cas de la femme du président Kim avec ses collègues, car le dossier manquait de preuves pour l'inculper. Pendant la pause déjeuner, Pon-ho est allé à la salle de sport pour s'exercer, mais l'assistant du président Kim est également arrivé pour lui transmettre un message, se demandant pourquoi la femme du président Kim n'avait pas encore été libérée. En conséquence, Pon-ho a été menacé et frappé, mais il a répondu qu'il devait gagner du temps, car si la femme du président Kim était libérée immédiatement, il pourrait sembler être du côté du président Kim, ce qui pourrait éveiller des soupçons parmi toutes les parties lors du procès. Il a donc affirmé que, lorsque le moment serait venu, il permettrait sa libération un après-midi, faute de preuves. Peu de temps après, Pon-ho est retourné à la salle de sport, mais peu après, il est sorti rapidement en portant un sweat à capuche. À cause de cela, les subordonnés du président Kim ont été trompés en pensant qu'une autre personne était sortie. En conséquence, Pon-ho a couru jusqu'à un taxi, ayant l'intention de se rendre quelque part. Peu de temps après, Pon-ho est arrivé dans un restaurant en bord de mer, où Mi-yeon l'attendait déjà pour discuter de leurs moyens d'échapper aux menaces du président Kim. À ce moment-là, Pon-ho a expliqué que bientôt il deviendrait le chef du personnel politique du palais présidentiel, l'un des postes les plus élevés. Il a ajouté que, s'il obtenait ce poste, il bénéficierait de la protection directe du président et n'aurait plus à craindre le président Kim. Il a également précisé que cet avantage permettrait à la bande Budu de recevoir soutien et protection de sa part. Peu de temps après, Yi-hwa est arrivé et a informé qu'il avait parlé avec le conseil présidentiel, assurant que Pon-ho pourrait devenir chef du personnel politique sans encombre. De manière inattendue, quelqu'un avait suivi Yi-hwa tout ce temps et a pris une photo de la porte de la pièce ainsi que de ses chaussures, qu'il a envoyé immédiatement au président Kim. Ce soir-là, Pon-ho venait de rentrer chez lui et a été choqué de trouver le président Kim assis à l'intérieur. En conséquence, le président Kim l'a immédiatement interrogé, laissant Pon-ho sans autre choix que de rester silencieux. Peu de temps après, Oh-yeon, qui venait de rentrer de l'université,
est également arrivé chez lui. À ce moment-là, il a vu le président Kim s'éloigner, mais sur le porche, le président Kim a remarqué les chaussures de Pang-ho, identiques à celles de la photo reçue de ses subordonnés plus tôt cet après-midi. Ainsi, le président Kim a immédiatement compris que Pang-ho, Mi-yeon et Yi-hwa complotaient contre lui. Cette nuit-là, une décision du président Kim a plongé Pang-ho, Mi-yeon et Yi-hwa dans la peur. Apparemment, les subordonnés du président Kim avaient reçu l'ordre de saccager le territoire de la bande Budu, entraînant des passages à tabac de ses membres. Comme ils n'étaient pas préparés à cette attaque soudaine, les membres de la bande Budu sont rapidement tombés. Non loin de là, Mi-yeon a soudainement réalisé que son territoire était en feu, ce qui lui a fait comprendre que cela était sans doute l'œuvre du président Kim. Pendant ce temps, Yi-hwa a été menacé d'enlèvement et frappé par l'assistant du président Kim. À ce moment-là, il a également appelé Pang-ho pour lui dire que Yi-hwa était dans un état critique et a été rapidement emmené à la clinique la plus proche. Avant cela, Yi-hwa a précisé qu'ils étaient menacés par le président Kim et craignaient que Mi-yeon ne subisse les mêmes menaces. Les menaces n'étaient pas terminées, car un matin, une femme a découvert un cadavre sur la plage. Il s'est avéré que le cadavre était celui du mécanicien que Pang-ho avait abattu. Malheureusement, le corps de l'homme était gelé, ce qui empêchait l'équipe médico-légale de déterminer l'heure de la mort. Au même moment, la petite amie du mécanicien pleurait devant le corps de son petit ami, disant qu'ils avaient promis de se marier et de partir à l'étranger pour vivre ensemble. Chez lui, Pang-ho, qui venait de se réveiller, a également vu la nouvelle à propos du mécanicien qu'il avait tué, retrouvé sur la plage. Au même moment, son téléphone a sonné, car l'assistant du président Kim lui a envoyé une vidéo de lui tirant sur le mécanicien. Puisqu'il y avait un enregistrement de l'incident, Pang-ho était sans défense. Si cette vidéo se répandait, il serait fini. La scène suivante montre 2 ans auparavant, le jour où sa femme est décédée, avec Oh-yeon paraissant très bouleversé. À ce moment-là, Pang-ho parlait avec Cherim, qui se sentait très coupable car quelque chose était arrivé à l'épouse de Pang-ho, entraînant sa mort. En conséquence, Oh-yeon est tombé en dépression et a pris une surdose de somnifères. Heureusement, il a été rapidement emmené à l'hôpital, et son état a été sauvé. De retour au présent, Pang-ho présidait maintenant le procès de Sang-yuk, qui avait tué Sang-taek et plusieurs autres. À ce moment-là, Kang a poursuivi Sang-yuk sur les accusations, mais son avocat a nié toutes les charges et a déclaré que les allégations et les preuves étaient faibles. Par conséquent, le procès nécessitait plus de temps, et Pang-ho ne pouvait pas encore décider si Sang-yuk était coupable ou non. De plus, avec les menaces du président Kim, il devait être capable de libérer Sang-yuk, sinon, sa vie serait en danger. D'autre part, Oh-yeon semblait être en rendez-vous avec Eun, et tous deux semblaient se rapprocher. Lorsque Eun est allée aux toilettes, la femme du président Kim est arrivée, déclarant qu'elle appréciait voir Eun rire librement avec lui. Car cela permettait à sa fille d'oublier la tristesse causée par la mort de son frère dans un accident. Cependant, elle a également averti que si quelque chose d'inapproprié arrivait avec sa fille, elle ne resterait pas silencieuse. Cette nuit-là, Pang-ho et Oh-yeon ont eu une conversation sérieuse où Pang-ho a suggéré que son fils parte temporairement en Amérique pour vivre chez son oncle. Cependant, Oh-yeon a refusé cette suggestion, ce qui a poussé Pang-ho à insister davantage. Contre toute attente, cette pression a mis Oh-yeon en colère, le poussant à demander d'un ton agacé combien de temps ils allaient continuer à se cacher. Oh-yeon a ensuite révélé qu'il savait que la personne venue plus tôt était le président Kim, qui menaçait son père de libérer Sang-yuk. Par conséquent, Oh-yeon a affirmé que si son père libérait Sang-yuk, il irait voir le président Kim et avouerait qu'il était celui qui avait tué Sang-yeon. Avec fermeté, Oh-yeon a déclaré qu'il voulait que Sang-yuk soit emprisonné, car il était celui qui avait pris la vie de sa mère. Ce moment chargé d'émotions a poussé Pang-ho à gifler son fils. À cet instant, le sujet qu'ils évitaient a finalement éclaté de la bouche de Oh-yeon. Le lendemain matin, Pang-ho ne trouva pas Oh-yeon à la maison, ce qui l'inquiéta beaucoup, alors il essaya de le contacter par appel et message. Après cela, Pang-ho a pris un taxi pour aller au travail, mais il s'avéra que le chauffeur de taxi était Mi-yeon. Pendant le trajet, Mi-yeon révéla que le président Kim commençait à agir brutalement et qu'elle craignait pour sa vie. Par conséquent, Mi-yeon suggéra que Pang-ho emprisonne Sang-yuk et la femme du président Kim. Elle ajouta qu'en attendant, elle perturberait le gang du président Kim. Peu de temps après, le procès de Sang-yuk reprit. Cette fois, un témoin fut présenté, mais ce n'était pas le fils de Sang-taek, c'était un jeune homme qui avait vu l'incident. Cependant, lorsqu'on demanda au jeune homme de visionner la vidéo et d'identifier Sang-yuk, il déclara qu'il ne pouvait pas être sûr que Sang-yuk était le coupable,
car la scène était très sombre. En entendant cela, l'avocat de Sang-yuk ajouta immédiatement que l'agent de police nommé Cherim avait arrêté son client malgré le manque de preuves solides et de témoins fiables. Il jugea donc cette action inacceptable. À ce moment-là, Pang-ho, en tant que juge, demanda où se trouvait Cherim, ce à quoi le procureur Khan répondit que Cherim était maintenant porté disparu. Malheureusement, le procès de ce jour ne put pas décider du sort de Sang-yuk, augmentant ainsi ses chances d'être libéré. Ce soir-là, Pang-ho reçut un appel téléphonique de l'assistant du président Kim, lui demandant de venir dans un parc. À son arrivée, Pang-ho vit le président Kim l'attendant déjà. À ce moment-là, le président Kim révéla qu'il avait vu Oh-yeon et Eun seuls dans une supérette, ce qui choqua Pang-ho, car il ne s'attendait pas à cela. Pris de panique, Pang-ho s'agenouilla immédiatement et supplia que son fils ne soit pas impliqué dans cette affaire. Il promit également de veiller à ce que Sang-yuk soit libéré et insista sur le fait que Oh-yeon ne reverrait plus Eun. Après cela, Pang-ho chercha immédiatement Oh-yeon et le ramena à la maison. Il s'avéra que Oh-yeon avait compris que sa relation avec Eun pouvait compliquer les choses. En conséquence, en arrivant à la maison, Oh-yeon prit son père dans ses bras et s'excusa, promettant qu'il ne reverrait plus Eun. Le jour suivant, le procès reprit. Cette fois, Khan évoqua Sang-yuk et l'entreprise familiale, Woo-won Group, autour de laquelle circulaient de nombreuses rumeurs disant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise mais aussi d'une organisation criminelle. En cas de problème, il pouvait faire disparaître des preuves, y compris des personnes. Par conséquent, Khan annonça qu'il allait présenter un témoin important, Cherim. En entendant cela, Pang-ho et Sang-yuk furent choqués de voir que Cherim était bel et bien là. Ils pensaient que Cherim avait été enlevée par le président Kim. Cependant, il s'avéra qu'elle s'était cachée intentionnellement car elle savait qu'elle était un témoin clé dans ce procès. Cherim expliqua ensuite qu'elle avait reçu une vidéo d'un témoin clé, Lee, qui lui avait fourni des images de Sang-yuk tuant Sang-taek et 3 autres personnes. Actuellement, Lee était sous protection policière dans un lieu secret. Par conséquent, au prochain procès, Lee viendrait témoigner de l'incident. À partir de cette explication, Pang-ho se sentit maintenant acculé, car s'il y parvenait à témoigner, son plan pour libérer Sang-yuk échouerait. En même temps, le président Kim, informé du déroulement du procès, ordonna immédiatement à son assistant de découvrir où se trouvait Lee. Peu de temps après, Oh-yeon commença à s'éloigner d'Eun, même si elle continuait à essayer de l'approcher. En plus de cela, Eun se rendit délibérément chez lui et l'appela plusieurs fois, même s'il ne répondait pas. Un jour, alors que Oh-yeon se trouvait à la bibliothèque de l'université, Eun le suivit soudainement. Innocemment, Eun lui demanda ce qui se passait vraiment et dit que si quelque chose lui manquait, elle était prête à s'améliorer. À contre-cœur, Oh-yeon fut obligé d'expliquer qu'il avait peur de son père. Il craignait également que, s'ils continuaient à être ensemble, lui et son père subiraient des représailles. Par conséquent, Oh-yeon suggéra qu'ils se séparent. En entendant cela, Eun resta silencieuse jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse sous le choc. Pendant ce temps, Pang-ho rencontra Cherim, qui avait quelque chose d'important à lui dire. À ce moment-là, elle révéla qu'elle avait toujours pensé que Sang-taek était l'auteur de l'accident avec délit de fuite. Cependant, après une enquête approfondie, il s'avéra qu'au moment de l'incident, Sang-taek était ailleurs, ce qui signifie qu'il avait un alibi et n'était pas le coupable. Cherim déclara alors qu'elle avait trouvé un suspect principal, mais ne révéla pas son identité à Pang-ho pour l'instant. En entendant cela, Pang-ho resta silencieux, semblant comprendre. Dans son esprit, il réalisa que Cherim soupçonnait probablement Oh-yeon. Revenons à Eun, qui recevait des soins chez elle. À ce moment-là, le président Kim et sa femme comprirent rapidement que l'état de leur fille devait être causé par Oh-yeon. Ils vérifièrent donc immédiatement son téléphone et écoutèrent ses messages vocaux. Il y avait 126 messages, tous de Eun, qui, en larmes, avait envoyé des messages à Oh-yeon, lui demandant pourquoi il avait soudainement mis fin à leur relation. Le président Kim fut profondément blessé d'entendre sa fille cadette pleurer ainsi. En conséquence, il ordonna à ses hommes d'amener Oh-yeon. Il ne fallut pas longtemps avant que Oh-yeon ne se retrouve assis devant le président Kim, qui lui demanda de rester auprès d'Eun jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Cependant, Oh-yeon répondit qu'auparavant, le président Kim lui avait demandé de rester loin d'Eun. De plus, Oh-yeon précisa que sa demande ressemblait davantage à une menace et que, s'il refusait, ni lui ni son père ne se sentiraient en sécurité. À ce moment-là, l'asthme de Oh-yeon se déclencha soudainement. Bien qu'il essaya de se retenir, sa respiration devint difficile et saccadée. N'ayant pas d'autre choix, Oh-yeon sortit rapidement son inhalateur pour soulager son asthme.
C'est à ce moment que le président Kim commença à réaliser que tout semblait lié. Le sifflement qu'il avait entendu dans l'enregistrement lorsque son fils avait été frappé correspondait à la respiration de Oh-yeon, révélant que le véritable coupable était Oh-yeon. La scène revint à quelque temps auparavant, quand Cherim rencontra pour la première fois Lee, qui lui donna l'enregistrement vidéo de l'incident au port, où son père fut abattu par Sang-yuk. En outre, Lee expliqua que l'accident avec délit de fuite avait eu lieu le matin du 8 avril. À ce moment-là, Lee avait vu son père et sa grand-mère se disputer à la maison, ce qui rendait impossible que son père soit l'auteur de l'accident. Le lendemain, le procès reprit, avec Lee assis dans le fauteuil des témoins pour témoigner sur les événements au port cette nuit-là. Lee révéla ensuite qu'il était celui qui avait enregistré l'incident et expliqua que la personne qui avait tiré sur son père et 3 autres personnes était Sang-yuk, qui était maintenant assis dans le box des accusés. Par conséquent, ce témoignage était presque irréfutable et constituait une preuve clé prouvant que Sang-yuk était bien coupable. Pang-ho se sentait maintenant acculé, et il devenait de plus en plus difficile pour lui de libérer Sang-yuk. Dans cette situation, Pang-ho décida de faire un dernier pas en appelant le palais présidentiel. Au cours de l'appel, un responsable présidentiel nommé Moon-sok lui dit que si Pang-ho voulait devenir chef du personnel politique au palais, il devait prouver que Sang-yuk était coupable. De plus, Moon-sok ajouta que cela deviendrait une grande affaire en Corée et ferait de lui un symbole de justice. Pang-ho déclara qu'il voulait le poste immédiatement en raison de la pression du président Kim et espérait obtenir une protection du palais présidentiel. Cependant, Moon-sok répondit que cela ne pouvait pas arriver et insista sur le fait que Pang-ho devait d'abord prouver sa valeur. Car ce n'est qu'après avoir déterminé la culpabilité de Sang-yuk que le poste lui serait accordé. Pendant ce temps, Eun, qui venait de se réveiller, fut choquée de voir Oh-yeon devant elle. Dans un état confus, Eun se mit à pleurer, mais se sentit heureuse. Elle s'excusa ensuite, pensant que son père avait dû le forcer à venir l'aider à se rétablir. Finalement, Oh-yeon prit Eun dans ses bras pour calmer ses larmes. Peu de temps après, Pang-ho rencontra le président Kim après avoir échoué à négocier avec le palais présidentiel plus tôt dans la journée. Par conséquent, Pang-ho tenta maintenant de négocier avec le président Kim, qui soudainement accusa l'enregistrement de Sang-yeon qu'il écoutait souvent. À ce moment-là, un sifflement se fit entendre, et le président Kim expliqua que ce son appartenait à quelqu'un souffrant d'asthme. Il précisa également qu'hier, en rencontrant Oh-yeon, il découvrit qu'il souffrait d'asthme. Pour cette raison, le président Kim révéla qu'il avait auparavant pensé que le coupable était Pang-ho, mais il s'avéra que le coupable était Oh-yeon. Une fois exposé, Pang-ho ressentit de la peur. Depuis le début, il avait été prêt à être accusé comme le coupable pour protéger Oh-yeon. N'ayant pas d'autre option, Pang-ho expliqua rapidement que, 2 ans auparavant, Sang-yuk avait harcelé sa femme, sans qu'aucune action en justice ne soit prise. À cause de cela, sa femme avait subi un traumatisme sévère et était finalement décédée, mais Pang-ho ne voulait pas prolonger l'affaire. Il souligna également que Oh-yeon avait accidentellement tué Sang-yeon, et qu'ils avaient tous deux perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Malgré cela, Pang-ho continua en disant qu'il aiderait toujours Sang-yuk à être libéré et déclara qu'il restait encore une autre solution. Mais il demanda au président Kim de ne pas toucher à Oh-yeon dans cette affaire. Heureusement, le président Kim accepta la suggestion de Pang-ho. Le lendemain, Pang-ho lança son plan en envoyant Yi-hwa rencontrer Lee. Lors de cette rencontre, Yi-hwa révéla que la personne ayant piégé son père en tant que coupable de l'accident avec délit de fuite était Pang-ho. Il ajouta également que Cherim, en qui Lee avait toujours eu confiance, collaborait en réalité avec Pang-ho. Pour soutenir son affirmation, Yi-hwa montra des photos de Pang-ho et Cherim prouvant qu'ils travaillaient ensemble. À cause de cela, Lee commença à se sentir tiraillé et fut influencé par Yi-hwa. À la surprise générale, Cherim arriva également et invita Lee à entrer, mais celui-ci refusa immédiatement, car Yi-hwa l'invitait à le suivre. Ce soir-là, Lee rencontra le président Kim et déclara qu'il changerait son témoignage, à condition que Pang-ho soit puni pour avoir piégé son père. En entendant cela, le président Kim lui répondit qu'il le ferait. Le lendemain, le procès reprit avec Lee, à nouveau dans le fauteuil des témoins. Cette fois-ci, l'avocat de Sang-yuk lui demanda de confirmer si la personne visible dans la vidéo était bien Sang-yuk. À ce moment-là, Lee déclara qu'il n'en était pas certain, car les conditions étaient sombres. Il expliqua qu'il avait précédemment désigné cet homme comme Sang-yuk, car il faisait partie du gang Woo-hwan. De plus, Lee admit que Sang-yuk était celui qui avait incendié sa maison, causant la mort de sa grand-mère et de son petit frère, information qu'il avait obtenue de Cherim. Après cela, l'avocat de Sang-yuk informa le juge que Lee vivait actuellement avec Cherim et Kang pour des raisons de sécurité.
Par conséquent, il questionna si cette situation ne permettait pas à Lee d'être influencé par eux. Il ajouta également que Cherim et Kang avaient déjà tenté d'arrêter le président Kim et Sang-hyuk il y a quelques années, sans succès. Pour cette raison, l'avocat conclut qu'il y avait des indices qu'ils utilisaient Lee pour remporter ce procès en guise de vengeance. Avec cette explication, le procès commença à tourner en faveur de Sang-hyuk, tout cela faisant partie du plan de Pan-ho, et tout se déroulait sans accroc. Après le procès, Cherim et Kang parurent déçus, car il semblait que le verdict pourrait innocenter Sang-hyuk. Cependant, Cherim exprima qu'il restait encore une dernière solution, même si elle était la plus compromettante. Ce soir-là, Cherim appela Pan-ho et lui demanda de se rencontrer. Lors de leur réunion dans un restaurant, Cherim expliqua qu'elle avait des preuves et des témoins montrant que l'accident avec délit de fuite avait été planifié bien à l'avance par Oh-yeon. Cherim souligna donc qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un meurtre prémédité. Quelque temps auparavant, Cherim avait rendu visite à la petite amie du mécanicien retrouvé mort sur la plage après avoir été abattu par Pan-ho. Elle raconta que, 6 mois plus tôt, un jeune homme nommé Oh-yeon avait fait leur connaissance. Au départ, Oh-yeon avait déclaré qu'il voulait seulement être amis. Cependant, au fil du temps, alors que leur relation devenait plus proche, Oh-yeon leur donna 5 millions de wons et leur demanda de suivre quelqu'un et de lui rapporter toutes ses activités. Cette personne étant Sang-yeon. Un soir, dans un café, Sang-yeon raconta comment son frère aîné avait harcelé la femme d'un juge mais avait réussi à échapper aux accusations. Ses amis commentèrent alors sur le fait que le tribunal l'avait acquitté et admirèrent le pouvoir de sa famille. En entendant cette histoire, Oh-yeon se mit en colère. Finalement, un matin, alors que Sang-yeon venait de s'acheter une nouvelle moto, Oh-yeon décida de le suivre jusqu'à finir par le percuter. Il fut finalement révélé que l'accident n'était pas une coïncidence, mais bien un acte planifié par Oh-yeon. Pan-ho écouta l'histoire de Cherim en silence avant de s'absenter un moment pour appeler l'assistant du président Kim. Durant la conversation, Pan-ho révéla qu'une policière nommée Cherim le menaçait de ne pas libérer Sang-hyuk. Il demanda donc à l'assistant du président Kim de s'occuper d'elle. Le lendemain matin, Pan-ho se rendit au travail et se prépara à diriger le procès. Ensuite, il reçut un appel de Mi-yeon, l'informant que la nuit précédente, Oh-yeon s'était adressé à ses subordonnés et avait demandé une arme. Pan-ho fut choqué en entendant cela, réalisant que Oh-yeon risquait d'agir de manière impulsive. Mi-yeon lui rappela alors rapidement qu'il devait rapidement accéder à une position au palais présidentiel afin qu'O-yeon cesse d'agir de manière imprudente, et que, par la même occasion, le président Kim n'ose plus le déranger. De cette explication, Pan-ho comprit que si Sang-hyuk était libéré, Oh-yeon tenterait très probablement de se venger à son insu, ce qui pourrait avoir des conséquences fatales. Par conséquent, Pan-ho décida de rencontrer Moon-sok à nouveau. Lors de cette réunion, Pan-ho proposa un plan pour vaincre le président Kim et détruire le gang Woo-hwan. Il offrit alors les dossiers criminels du président Kim à Moon-sok, à condition qu'il s'assure qu'il obtienne une position au palais présidentiel avant la fin du procès de Sang-hyuk. Finalement, Moon-sok accepta la proposition. Après cela, Pan-ho rencontra Kang et lui déclara qu'il savait que sa véritable cible était le président Kim. Ainsi, Pan-ho demanda son aide en promettant que le président Kim et tout son gang seraient détruits. Par conséquent, il lui demanda simplement les dossiers de toutes les affaires criminelles du président Kim et de son gang. Sachant que Kang avait déjà géré les dossiers du président Kim plusieurs fois mais avait souvent perdu en justice, elle accepta finalement de fournir les dossiers à Pan-ho. Cette nuit-là, Pan-ho remit les documents au personnel du palais présidentiel. À minuit, Moon-sok appela Pan-ho et lui expliqua que, bien que les documents soient très bons et pouvaient impliquer le président Kim, cela ne suffisait pas. Moon-sok ajouta qu'il devait impliquer toute la famille du président Kim, y compris l'incendie de la maison de Santaek, pour lequel la femme du président Kim était responsable. Par conséquent, Moon-sok demanda toutes les preuves liées à cette affaire et promit de veiller à ce que Pan-ho obtienne une position au palais présidentiel. Les preuves de cette affaire se trouvaient chez Mi-yeon. Pan-ho la contacta immédiatement pour demander les documents. Au bord de la mer, Pan-ho réussit enfin à obtenir les preuves. Après avoir reçu les documents, il monta rapidement dans un taxi et partit. Cependant, Mi-yeon fut soudainement entouré par plusieurs voitures appartenant aux hommes du président Kim. Pendant ce temps, Pan-ho, dans son taxi, vérifiait toutes les preuves sous forme de photos et d'autres documents. En cours de route, le taxi de Pan-ho fut soudainement bloqué par les hommes du président Kim. Il fut alors sorti de la voiture et le président Kim apparut.
Il s'avéra que celui-ci savait depuis longtemps que Pan-ho avait fréquemment communiqué avec le personnel présidentiel et avait l'intention de devenir le chef des affaires politiques en fournissant les dossiers criminels au palais présidentiel. Pan-ho se retrouva désormais impuissant, car chaque mouvement qu'il faisait était contrecarré par le président Kim. Les preuves et les dossiers qu'il venait d'obtenir furent également confisqués. Dans un état de désespoir, Pan-ho n'eut d'autre choix que de s'agenouiller et de supplier, prêt à prendre toute la responsabilité. Au départ, lorsque l'accident s'était produit, Oh-yeon avait été prêt à se livrer à la police. Cependant, lorsque Pan-ho apprit que la victime de l'accident était l'enfant du président Kim, il paniqua. Dans un élan de panique, Pan-ho avoua être le responsable de tout ce qui s'était passé. Il supplia donc le président Kim de ne pas nuire à Oh-yeon. Malgré cela, le président Kim ignora sa supplication et quitta les lieux. Pendant ce temps, Mi-yeon fut emmenée pour être exécutée. À ce moment-là, elle fut rapidement placée dans un baril, dans lequel du ciment fut versé, la tuant ainsi. Le matin suivant, Pan-ho se prépara à rendre son verdict en tant que juge, pour savoir si Sang-yuk était coupable ou non. En même temps, Kang et l'avocat de Sang-yuk présentèrent chacun leur déclaration finale avant que Pan-ho ne lise son verdict. De plus, la voiture de Cherim fut retrouvée immergée en mer, car Pan-ho avait demandé à l'assistant du président Kim de l'éliminer. De retour au tribunal, Pan-ho décida finalement que Sang-yuk n'était pas coupable en raison du manque de preuves et de témoins faibles. Oh-yeon, qui assistait à la lecture du verdict, était en colère, car sa vengeance contre la famille du président Kim était toujours vive, surtout à l'encontre de Sang-yuk. En même temps, Oh-yeon aperçut de loin Sang-yuk, qui était interviewé, et agissait comme s'il était innocent. Ensuite, un homme s'approcha de Oh-yeon et lui dit qu'il savait qu'il en voulait à Sang-yuk. L'homme lui donna ensuite un sac, qui contenait une arme. Inattendu, Eun appela Oh-yeon et l'invita à dîner pour célébrer la libération de son frère. Pendant ce temps, le président Kim reçut une vidéo montrant les moments précédant l'exécution de Mi-yeon. Dans la vidéo, Mi-yeon déclara que ce n'était pas fini et mentionna que l'accident avec délit de fuite était en réalité un meurtre prémédité. Elle insista également sur le fait que le coupable ne s'arrêterait pas tant que sa vengeance ne serait pas accomplie. Après avoir visionné la vidéo, le président Kim devint anxieux. Son assistant lui rapporta qu'après avoir enquêté sur Oh-yeon, ils avaient découvert qu'il avait rencontré un homme nommé Tirab et sa petite amie. Apparemment, ils avaient surveillé la famille du président Kim pendant 6 mois, et Oh-yeon avait effectivement l'intention d'éliminer Sang-yeon. Par conséquent, la personne responsable se trouvait juste devant lui. En même temps, Oh-yeon arriva enfin chez lui après qu'Eun l'ait invité à manger. C'est à ce moment-là que le président Kim appela immédiatement Pan-ho et lui informa qu'il connaissait déjà les événements réels. Il expliqua que Oh-yeon avait délibérément écrasé son fils, le tuant, et qu'il était maintenant chez lui avec sa fille. Cependant, il voulait savoir quelles étaient les véritables intentions de Oh-yeon. Pan-ho supplia rapidement le président Kim de ne pas nuire à son fils, promettant qu'il viendrait chercher Oh-yeon et l'emmènerait. Peu après, Sang-yuk arriva et rencontra Oh-yeon pour la première fois. À ce moment-là, il considérait Oh-yeon comme un jeune homme ordinaire. Cependant, sa colère éclata soudainement lorsqu'il réalisa que la personne responsable de la mort de sa mère se trouvait maintenant devant lui. Bien qu'il ait très envie de tuer Sang-yuk sur le champ, Oh-yeon parvint à maîtriser ses émotions. Lorsqu'O-yeon se rendit aux toilettes, il cacha l'arme à sa taille avant de rejoindre à nouveau la famille du président Kim. Pendant le dîner, la femme du président Kim reçut un appel de Kang, lui révélant que la mort de leur deuxième fils n'était pas un accident, mais un meurtre délibéré. La personne qui avait organisé le meurtre pendant 6 mois était Oh-yeon. En entendant cela, la femme du président Kim fut choquée d'apprendre que celui qui était responsable de la mort de son enfant se trouvait maintenant chez elle. De retour à la table, Sang-yuk commença à parler à Oh-yeon, lui demandant s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. À ce moment-là, Oh-yeon devint à nouveau en colère et répondit qu'ils s'étaient rencontrés il y a 2 ans, lorsque Sang-yuk avait été interrogé pour avoir harcelé une femme. Cependant, grâce à son statut au sein de la famille du président Kim, Sang-yuk avait pu s'en sortir sans aucune conséquence. En conséquence, la femme était tombée en dépression et avait fini par commettre l'irréparable. Et cette femme n'était autre que la mère de Oh-yeon. À cet instant, le président Kim essaya d'arrêter Oh-yeon, mais Sang-yuk aggrava la situation par son indifférence. Cela provoqua la colère de Oh-yeon, qui se demanda comment Sang-yuk pouvait oublier l'incident qui avait poussé sa mère à commettre l'impensable. Oh-yeon sortit alors immédiatement son arme et la braqua sur Sang-yuk. À ce moment-là, Eun, très choquée, essaya de calmer Oh-yeon, allant même jusqu'à pointer l'arme vers elle-même.
Pendant ce temps, dehors, Pan-ho venait d'arriver et essaya immédiatement d'entrer. Un coup de feu retentit alors de l'intérieur de la maison, et Sang-yuk fut vu blessé à l'épaule, mais Ho-yeon fut également touché à l'estomac par la femme du président Kim, qui apparut de derrière. Ho-yeon essaya alors de tirer à nouveau, mais il fut abattu à plusieurs reprises avant de s'effondrer. Après l'incident, l'assistant du président Kim prit rapidement l'arme. En même temps, Eun, tremblante, s'approcha lentement de Ho-yeon. Essoufflé, Ho-yeon s'excusa auprès d'Eun, jusqu'à ce que Pan-ho apparaisse enfin et découvre que son fils était maintenant sans vie. À ce moment-là, il resta choqué, sans colère ni larmes, ne sachant même pas quoi faire en regardant Ho-yeon, qui ne bougeait plus. Peu après, la police arriva pour sécuriser la situation et commença à interroger les personnes présentes. Bien qu'il fût en réalité la femme du président Kim qui avait tiré sur Ho-yeon, l'assistant affirma qu'il était le responsable du tir. Il effaça aussi intentionnellement ses empreintes sur l'arme de la femme du président Kim pour couvrir sa propre implication et se faire passer pour le coupable. Un peu plus tard, les funérailles de Ho-yeon eurent lieu. À ce moment-là, Pan-ho ne pouvait que rester assis en silence, perdu dans ses pensées. Kang vint alors lui parler brièvement avant de repartir. Peu de temps après, les cendres incinérées de Ho-yeon furent dispersées en mer, avec Eun venant lui dire un dernier adieu. Parmi tous ces événements, Eun était la seule innocente, mais elle fut aussi emportée dans cette tragédie. Une nuit, alors que le président Kim et sa femme pensaient que leur fille était endormie, Eun se réveilla soudainement et prit toutes les pilules somnifères qu'elle avait avant de les avaler d'un coup. Peu après, le président Kim fut surpris par un bruit venant de la chambre de sa fille et la trouva inconsciente. Elle fut immédiatement emmenée à l'hôpital, où les résultats des examens montrèrent qu'elle avait fait une overdose de médicaments. Le médecin expliqua qu'Eun mettrait du temps à se remettre. Quelque temps plus tard, le président Kim fut vu seul sur la plage lorsque Pan-ho s'approcha de lui. Ils commencèrent à discuter de tous les événements qui s'étaient produits jusqu'à présent, et le président Kim demanda à Pan-ho s'il comptait toujours se venger. À ce moment-là, Pan-ho répondit seulement qu'il ne le ferait pas, estimant qu'il en avait assez de tout ce qui s'était passé. En entendant cette réponse, le président Kim se leva de son siège et partit. Morale de l'histoire: si vous voulez éviter les ennuis, ne jouez pas à cache-cache avec la loi, surtout si c'est la police qui cherche. Rappelez-vous, la seule chose plus effrayante qu'une salle d'audience sombre, c'est la coupe de cheveux du juge.